quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu. Likez, swappez, ghostez, et si vous en aviez tout simplement ras-le-bol des applis de rencontres, alors vous souffrez peut-être du dating fatigue. Pourtant, toutes ces applis et autres plateformes ont été les stars du matching amoureux pendant des années. Alors comment alors se rencontrer, boire un verre tout simplement avec une amie, un ami que vous ne connaissez pas, qui va vous présenter éventuellement à d'autres amis? Comment accueillir de nouvelles personnes, par exemple à votre apéro, proposer à vos voisins de passer à une soirée, un autre rendez-vous à une soirée, donner un rendez-vous à une soirée à un ami, une amie? C'était simple à une autre époque, ça l'est beaucoup moins peut-être aujourd'hui. En tout cas, peut-on encore tout simplement se rencontrer dans la vraie vie? Je vous propose d'y répondre et d'y réfléchir surtout pendant ces 52 minutes avec mes 3 invités dans cette émission en quête de sens. Et j'ai la grande joie d'accueillir à nouveau Florence Klein. Bonjour Florence. Bonjour Marie-Ange. Florence et ses dîners de Florence. Vous accueillez depuis maintenant plus de 20 ans des personnes justement qui viennent de... Vraiment, alors là, de tous les univers, on peut le dire comme ça, pour aller vite. Oui, oui, c'est ça. Et que vous présentez les uns aux autres, mais sans aucune prétention de prime abord amoureuse. On est d'accord, hein? Exactement. Juste rencontrer des nouvelles personnes. Avoir la possibilité d'entrer dans un réseau où on peut rencontrer des nouvelles personnes qu'on ne rencontre pas dans son univers parce qu'on tourne en rond avec les mêmes, ou parce qu'on sort moins, ou diverses raisons. Voilà, donc je présente, je fais la maîtresse de maison... Voilà, tout simplement. Et je connecte tous ces gens les uns dans des entre les lieux. autres. Les lieux sont importants, Florence? Oui, ce sont des restaurants. J'ai fait aussi des dîners à domicile avec des chefs où je fais venir. Chez vous? Non, pas chez moi. À domicile. Chez des gens qui me mettent à disposition un appartement. Oui, ce sont des beaux restaurants parce qu'il faut qu'on soit dans. Les gens ont envie de sortir, de profiter, de bien s'habiller, des beaux endroits, une cuisine agréable, des gens élégants. Il faut que tout soit cohérent et que tout s'imbrique. Ça donne envie de se rencontrer justement dans la vraie vie. Bonjour Antoine Géraud. Bonjour Marie-Ange, merci pour l'invitation. Ravi de vous recevoir. Love coach que vous êtes, tout simplement. Depuis des années maintenant, vous aussi, vous avez cumulé une certaine expérience de terrain. Vous avez, juste avant de commencer l'émission, vous nous avez donné toute une série justement d'observations de votre part. Comment va l'amour en France? Très bien. Alors, aussi étonnant que ça puisse paraître, moi je pense que de toute l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu autant d'amour, il n'y a jamais eu autant d'histoires de couple vraiment basées sur l'amour. D'accord? Parce que pendant longtemps, le couple quand même avait un rapport assez transactionnel, l'amour n'était pas tout le temps présent. Aujourd'hui, en fait, justement, comme le couple... Sa seule raison d'être, c'est l'amour. Ça crée beaucoup de pression, mais en même temps, tous les couples qu'on voit autour de nous sont des couples qui s'aiment par amour. Ouais. Donc, moi, je pense qu'en vérité, comme c'est devenu extrêmement accessible à tout le monde, l'amour, bon, mais il y a une crise parce qu'il faut y arriver à trouver cette bonne personne. Mais en vérité, quand on y arrive, après, c'est des relations magnifiques qui se produisent. Donc, je ne suis pas aussi pessimiste qu'on peut l'entendre sur l'état des rencontres, etc. D'accord. Et nous sommes enfin en ligne avec Capucine Moreau. Bonjour Capucine. Bonjour. Sexologue à Toulouse, qui avait publié La créativité érotique dans le couple aux éditions La Musardine. Peut-être un petit tour de table, effectivement, un petit constat, Capucine Moreau. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous trouvez qu'à l'ère des... j'ai envie de dire, on est presque en post-appli, à l'ère des post-appli de rencontres, parce que les gens ont clairement ras-le-bol dans l'ensemble, même s'il y a encore des rencontres qui se font. Antoine, Florence et Capucine, évidemment, grâce à toutes ces applications et ces outils numériques. Mais il y a aussi une volonté, peut-être de plus de simplicité, d'authenticité, de rencontres un peu au coin de la rue, comme dans les films à l'eau de rose qu'on a pu voir, par exemple, avant Noël et compagnie. Je n'ai rien regardé, je vous promets. Non, évidemment, c'est faux. Capucine Moreau, qu'en pensez-vous? Petit constat, petit tour de table. Alors, moi, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que l'amour la quête d'amour est extrêmement présente, peut-être un peu idéalisée d'ailleurs aussi aujourd'hui avec un fantasme d'amour assez fort. Et effectivement, je le constate au cabinet, une utilisation quand même des applis de rencontre parce que ça a été complètement intégré, mais une envie quand même d'en sortir, de faire autrement. Ouais. Alors, sans savoir toujours bien comment faire, j'ai beaucoup de questions d'ailleurs sur toutes les générations, mais comment je fais dans la vraie vie, et une envie de sortir du mode catalogue, quoi. C'est-à-dire, j'ai toutes mes attentes au départ et il faut que ça colle.
Non, on a envie de se laisser un peu plus surprendre par la rencontre. Mais effectivement, je pense aussi depuis la Covid, des espaces publics qui ont été un peu désinvestis, des espaces professionnels. Donc on a quelque chose peut-être à recréer, mais je sens un désir assez fort quand même. Merci infiniment, Capucine Moreau, pour ce constat. Antoine Giraud, est-ce que l'effet catalogue est plus fort que nous, au fond ? Est devenu plus fort que nous ? Déjà, j'aimerais dire quelque chose. Pour moi, les applications, c'est la vraie vie. Alors, d'accord. Oui. C'est-à-dire que on rencontre des vrais gens, pas tout le temps, mais 95% des gens qu'on rencontre, c'est des vrais gens, c'est des vrais contacts. C'est un moyen de faire des rencontres dans la vraie vie. Moi, parce que ce serait quoi la fausse vie si on parle de la vraie vie ? Est-ce que Internet, je sais pas, le monde idéalisé peut-être ? Question, je sais pas. Quand on regarde les stats, en tout cas, en 97, il y avait 2% des couples qui se formaient en ligne. Aujourd'hui, c'est 39%, on estime, en 2017. Donc, c'est le moyen quand même le plus efficace de faire des rencontres, qu'on le veuille ou non. En revanche, on a tellement de choix, tellement de possibilités que ça crée tout un tas de... C'est plus ça, vous posez du doigt. Ah oui, ça crée tout un tas de... En fait, il y a par exemple le paradox of choice. Donc, c'est une théorie qui est ultra intéressante, qui dit que dans les sociétés ultralibérales, plus on a de choix, qu'on dépasse 10 grosso modo, plus ça crée la paralysie du choix. Les apps de dating, un des problèmes, c'est qu'on a en vérité beaucoup trop de choix et qu'on n'arrive jamais à se satisfaire du choix qu'on a parce que... On sait qu'on peut changer, quoi. On regrette. Il cite cet exemple, le Barry Schwartz. Avant, il allait chez une marque de jeans, Levi's, je ne sais pas si je peux le dire, il n'y avait qu'un seul type de jean. 20 ans plus tard, il y retourne, il y a le jean délavé, il y a le jean troué, et puis il met 20 minutes à se dire quel jean je prends, il rentre chez lui, il regrette le choix qu'il n'a pas fait. Bon, mais pour moi, c'est pareil avec les apps de dating. Ouais. Donc pour moi, je pense que c'est un instrument extrêmement efficace, mais ça va aussi faire remonter toutes les peurs, toutes les problématiques qu'on a en nous. C'est pour ça, je pense que les gens n'aiment pas les apps de dating, mais pour moi, la solution, c'est pas de trouver ce moyen de rencontre miracle qui va nous amener sur un plateau d'argent, cette rencontre en or, c'est, je pense, d'abord travailler sur ses peurs. Parce qu'on est bourré de peurs. L'anxiété, on le voit, les antidépresseurs sont en forte croissance de consommation. Pour moi, le sujet, il est là-dedans, vraiment. Vous avez même parlé d'océan de solitude, ou je sais plus ce que vous disiez. On va en parler dans l'émission. Alors maintenant, à vous, Florence Klein, est-ce que vous partagez ces deux constats faits par vos confrères, si je puis dire, vos collègues ? Oui, alors ce que vient de dire Antoine est vrai. Moi, je dirais, le choix tue le choix. Trop de choix, tue le choix. Voilà, exactement. Vous remarquez ça vous-même Oui, en fait, si vous voulez, quand on me dit, mais est-ce qu'il va y avoir... Moi, j'organise des dîners où on est entre 30 et 40 personnes. Ouais. Ça suffit largement. Il y a un côté humain, plutôt convivial et chaleureux. Et je dis bien, on n'est pas au supermarché. Il y a pas, on ne va pas choisir un tel. Plus il y a de monde, plus on aura la possibilité. C'est pas parce qu'il y aura du monde qu'on va trouver la bonne personne. Même au contraire. Un dîner, peut-être qu'avec une seule dizaine de personnes, et on fait une belle rencontre, le hasard. Donc, ça ne veut rien dire, c'est pas le nombre. Donc, vraiment, moi, je crois beaucoup aussi au hasard, mais comme dit Antoine, il y a une épidémie de solitude. Les gens se reçoivent moins, les gens ne savent pas trop où sortir. Et effectivement, les lieux ont été un peu, comme disait Capucine, abandonnés. Avec la Covid, les gens ne sortent moins, s'invitent moins. Au bureau, ils n'y vont plus, ils ont le télétravail, donc ils passent des journées entières chez eux, ils vont finir la journée chez eux, il n'y a plus le petit pot de fin de journée avec les amis du boulot. Et puis d'afterwork. Donc il y a une demande encore plus forte de sortir, de rencontrer des gens. Après, le hasard fait que de belles rencontres vont se passer. Mais est-ce que c'est un faux problème que nous sommes en train de pointer, comme le soulevait Antoine Giraud? Finalement, c'est pas tellement une question d'appli, de première rencontre effectivement virtuelle, mais est-ce que le problème se situe pas effectivement dans nos peurs, dans le trop de choix, en fait c'est quelque chose d'extrêmement profond qu'on est en train de décrire là, les amis Antoine et Capucine après. Antoine, c'est vrai que c'est assez édifiant ce que vous racontez tous les trois finalement. Alors moi je suis persuadé qu'en effet vraiment le meilleur moyen d'accéder à une vie de couple durable, épanouissante, c'est d'abord d'investir sur soi, plutôt que de passer son temps à chercher cette solution miracle comme je le disais, ou à enchaîner les rencontres. Ouais. On est dans une société donc avec les applications de rencontres, les réseaux sociaux, Internet, où en fait il faut avoir en tête quand même qu'en une journée aujourd'hui on croise autant de gens qu'une personne pouvait en croiser en une vie au Moyen-Âge. Sans blague. Et ça, c'est quand même... C'est vrai ? Donc, pour moi, encore une fois, c'est pas un problème de rencontre. On n'a jamais fait autant de rencontres. Et justement, quand on voit dans les villes comme Paris, donc où il y a énormément d'habitants, énormément d'événements,
c'est là où il y a le plus de célibataires, 1 sur 2 à Paris. Ouais. Il y a aussi une révolution sociale qui est hyper importante avec l'ultra-individualisme de nos grandes villes, avec aussi le néo-féminisme qui est revenu battre les cartes des codes de rencontre entre les hommes et les femmes. On voit chez les hommes aussi, moi je le vois, beaucoup d'hommes qui me disent je ne sais plus comment, sur quel pied je dois danser, est-ce que je peux draguer, proposer une première rencontre, payer l'addition. Ouais. Ça peut paraître bizarre, assez un détail, mais ça a vraiment côté homme, il y en a beaucoup qui du coup vont se renfermer un peu sur eux. Ouais. De l'autre côté, des femmes qui sont dans une demande de plus en plus forte que les hommes se connectent à leurs émotions, puissent communiquer leurs émotions, leur empathie. Bon, moi j'ai la génération de mes parents par exemple, tous les hommes que je connais de cette génération-là, voilà, on est dans la figure de l'homme un peu taiseux, on va dire. Donc c'est vrai que là-dessus il y a un travail à faire, mais bon. Donc en fait pour moi il y a trop de moyens de rencontre aujourd'hui. Trop. Ouais. En fait, c'est ça, là, votre vraiment. Capucine, vous aviez l'air de partager une partie du point de vue d'Antoine en ce qui concerne le rapport entre les hommes et les femmes. Allons-y, hein. Je sens qu'il y a des choses à dire là-dessus. Oui, je pense qu'effectivement les codes de séduction ont bougé, c'est-à-dire qu'en fait on a déconstruit les codes de séduction qui avaient lieu, c'est-à-dire que effectivement à la fois les hommes savent plus trop comment faire, on n'a pas appris aux femmes du tout encore à faire le premier pas. Donc il y a aussi une méfiance par rapport à l'homme qui serait trop le conquérant et qui vient draguer, mais à la fois on sait pas forcément trop comment nous rendre pas juste disponibles, mais venir aussi dire nos désirs. Et ça c'est vraiment en train de muter. En fait, donc il y a des choses qu'on a déconstruites sans forcément proposer d'autres solutions. Et je pense que sur la question du numérique, en fait, numérique, les applis, il y a aussi tout ce qui est sexualité en ligne. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, ouais. Qui me paraît important. En fait, soit on le voit effectivement comme, et je trouve que c'est plus intéressant de le voir comme un outil en plus qu'il est important d'éduquer dès le plus jeune âge d'ailleurs, puisque même on voit au collège, c'est-à-dire que parfois au collège il y a des grandes conversations WhatsApp, de groupes WhatsApp dans les classes, et puis la journée on n'en parle pas, quoi. C'est deux canaux différents. Donc soit c'est un outil à éduquer, moi je trouve ça plus intéressant de se dire qu'il y a plus de potentialité, que ça peut être un outil, soit c'est un mode défensif, c'est-à-dire que c'est aussi une possibilité, un refuge, c'est-à-dire on fait des rencontres en ligne, on a de la sexualité en ligne, et puis quand on est en présence des corps, de l'émotion, de la vulnérabilité, il n'y a plus personne. C'est plus possible, quoi. Une geekisation de l'amour. Mais je sais plus, je crois que c'est Florence Escaravage qui parle de ça. Je crois que c'est pas de moi. Hein. Il me semble que c'est elle qui disait ça, qu'il y avait une geekisation de l'amour. Alors, on est d'accord ou pas, hein, vous voyez, c'est intéressant d'avoir vos différents points de vue d'ailleurs à ce niveau-là. Effectivement, Florence, vous souhaitez intervenir? Oui, ce que disait Antoine, tout à fait. Les gens ont perdu leur code. Un homme va emmener une femme au restaurant ou boire un verre. Il va vouloir payer. Il y a des femmes qui vont se vexer, mais pour qui il se prend, je peux payer ma part. Une autre va attendre qu'il paye parce qu'il ne paye pas. Il y en a qui ont les mauvais codes. À un dîner, une femme va montrer les photos de ses enfants sur son portable. Un homme, il ne vient pas pour voir les photos de son enfant. L'autre... Oui, ce sont des exemples vrais. Un homme, ils vont parler, ça c'est un grand classique, ils vont beaucoup parler d'eux. Même quand ils sont à une table avec d'autres gens ou en tête-à-tête avec une femme dans un dîner, ils vont parler d'eux, se mettre en avant et pas poser une seule question sur la femme. C'est d'abord eux, alors qu'il vaut mieux engager la conversation, un peu s'intéresser à l'autre. Donc, ils viennent avec des codes. Effectivement, Antoine, il y a une grosse préparation quand même de gens qui ne se remettent pas en question, qui pensent qu'en venant quelque part, voilà, on rencontre et ça démarre comme ça. Non, il faut regarder ce qu'on peut apporter à l'autre, comment on se comporte en société. Des codes ont changé. Il y a des femmes qui sont des chasseuses, des prédatrices. Il y en a d'autres qui attendent le premier pas. Il y a tous les cas de figure. Ouais. Antoine ? Oui, et je pense qu'il y a aussi un énorme malentendu. Pour moi, on est quand même dans une société, en l'occurrence, dit-on, de communication, mais une communication qui, je trouve, est de plus en plus... Il y a beaucoup de défiance, en fait, de méfiance aussi dans le monde de la rencontre, homme envers femme et femme envers homme. Moi, je parle avec des hommes et des femmes. Grosso modo, les problématiques sont différentes de part et d'autre, mais très souvent, il va y avoir des accusations de les femmes, elles sont comme ceci, les hommes, ils sont comme ceci. Donc, pour moi, si vous voulez, le monde de la rencontre aujourd'hui, Internet ou pas, c'est une sorte de jungle. Plein de bêtes blessées avec des petits traumas ou des gros traumas. Ouais. Comment on réagit une bête qui est blessée quand elle voit une autre personne qui arrive? Elle est agressive, non? C'est agressivité. C'est un moyen de défense. Sauf que ça crée des couches d'incompréhension, de quiproquo qui, en final, quand on met un peu
d'huile dans les rouages, ou qu'on vient avec vraiment une véritable envie de découverte et pas une envie de valider ses propres peurs, eh bien, on va être souvent étonné, très très souvent étonné. Donc en effet, la communication, pour moi, c'est un sujet... encore une fois, on est dans une époque dite de communication, mais en vérité, les gens ne savent pas vraiment communiquer, je trouve. En tout cas, quand je dis communiquer, c'est parce que c'est un terme galvaudé, mais c'est vraiment découvrir l'autre, lui poser des questions, le comprendre. La curiosité de l'autre, c'est ça ? Exactement. Oui, c'est ça. Pour moi, il y a un art de savoir poser des questions pour découvrir l'autre, des questions ouvertes, un peu intimes, pour voir comment il va réagir aussi. Quelles sont tes peurs, quels sont tes rêves. Tout ce genre de choses permet aussi, ça a été prouvé dans pas mal d'études, que quand on partage des doutes, des peurs et de la vulnérabilité, on crée une connexion plus forte à l'autre. Or, aujourd'hui, les gens ont surtout peur de se faire avoir, parce qu'il y a plein d'histoires. Les médias font leur poule aux œufs d'or de plein d'histoires, de l'arnaqueur de Tinder à je sais pas quoi, qui existent, mais qui représentent en vérité 0,01% des cas. Mais qui font peur, Donc je pense, et moi je suis totalement... Ne plus souffrir aussi, c'est le truc, la petite rengaine qu'on se récite bien pour ne surtout plus rencontrer personne. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est se priver, je vais mal la dire comme d'hab, mais l'amour sans priver, c'est se priver du meilleur, mais aussi du pire. Donc ce que je veux dire, c'est que le meilleur moyen si vous voulez vraiment pas être en couple, alors essayez absolument de pas souffrir. Enfin, il y a beaucoup de gens qui se renferment en fait dans leur grotte, dans leur caverne. Par peur de tout. Pas d'amis comme toi, Stéphane Escher, à tout de suite. Quand tu traverses la pièce, en silence que tu passes devant moi, je regarde tes jambes, la lumière tombant sur tes cheveux. Quand tu t'approches de moi, ton parfum me fait baisser les yeux. Et si tu touches mes mains, je m'arrange pour ne pas y penser. Je n'ai pas d'amis comme toi. Non, 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 pas d'autres amis comme toi. Je n'ai pas d'amis comme toi. Oh non, 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 pas d'autres amis comme toi. Comme toi. Mieux le monde en t'observant, je crois, j'y vois plus clair. Je n'ai pas trouvé la clé du mystère, mais je m'en suis approché. Je n'ai pas d'amis comme toi. Oh non, 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 pas d'autres amis comme toi. Je n'ai pas d'amis comme toi. Oh non, 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 pas d'autres amis. J'ai encore beaucoup à découvrir, mais dans ce tour de moi, j'abandonne si tu danses autour de moi. Comme toi. Oh non, 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 pas d'autres amis.
petit message particulier de François Dieudonné à mon égard. Dieu sait que j'ai envie de le voir, en tout cas ainsi. Je l'interprète comme je veux. Antoine Giraud est avec nous, love coach qu'il est, Capucine Moreau, sexologue à Toulouse, la créativité érotique dans le couple aux éditions de la Musardine, c'est son dernier ouvrage. Et Florence Klein qui a créé il y a plus de 20 ans les Dîners de Florence, qui est déjà venue dans cette émission En quête de sens et qui vise à mettre des personnes qui ne se connaissent pas en relation sans attente. En tout cas, elle y tient, elle va nous dire à quel point c'est une priorité pour vous que les gens soient à peu près tous avec les mêmes attentes, enfin les mêmes formes d'attente et de non-attente. On va dire ça comme ça. Voilà, qu'ils soient plus décontractés en arrivant. Et voilà, peut-on encore se rencontrer dans la vraie vie ? Eh bien voilà, on en parle aujourd'hui dans cette émission En quête de sens. Je plaisantais avec cette histoire d'amitié parce que j'avais l'impression qu'effectivement le programmateur musical qui est François Dieudonné, pour ne pas le nommer, avait compris qu'il s'agissait de rencontres tout court et en fait il s'agit plutôt de rencontres amoureuses. Mais vous me disiez justement, Antoine Giraud, que y compris effectivement on peut en parler un tout petit peu de l'amitié quand même, effectivement dans la vraie vie, parce que c'est un sujet un peu parallèle tout de même. Pour moi, l'amitié et l'amour. Les ingrédients sont les mêmes. Les ingrédients sont les mêmes, la curiosité de l'autre, etc. C'est exactement ça en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui oublient que la base de l'amour c'est l'amitié. Qu'on va rajouter une couche ultime qui est le désir, le charnel, la procréation, mais que la base les racines sont les mêmes. Or, quand une personne, en tout cas mes clientes, parce que j'ai plus de clientes, qui vont à un rendez-vous amoureux, un premier date comme on dit, ou un deuxième date, va pas du tout y avoir cette logique de devenir ami avec la personne. Ça va être vraiment essayer de voir si je vais pas me faire avoir, ce qui est bien, mais ce qui est une manière, je pense, un peu risquée de découvrir l'autre, parce que, comme je le disais tout à l'heure, voilà, ça crée de la défiance et de la méfiance. Ouais. Mais oui, l'amitié est extrêmement important. Capucine, vous en pensez quoi ? On sort un peu de votre sujet, mais quand bien même. Ouais, pas vraiment, parce que justement, je trouve que ça me faisait penser à s'autoriser le temps de la rencontre et les différentes couches, effectivement. Ouais. Et ça, c'est des choses que je travaille pas mal avec mes jeunes patientes, parce que aujourd'hui, on va quand même assez vite vers la sexualité, assez vite, je trouve presque vers l'engagement, quoi. On vit vite ensemble, on se présente très vite nos entourages, et prendre le temps de valider un peu les différents moments, et notamment, effectivement, déjà, est-ce qu'on peut être amis, est-ce qu'on s'entend bien, au-delà de la question du désir, de la passion. C'est vrai qu'aujourd'hui, je sais pas, il y a l'expression red flag qu'on entend beaucoup chez les moins de 30 ans, on va dire, c'est-à-dire comme si dès les premières fois où on se voit, il fallait capter tous les signes qui pourraient dire que peut-être on va droit dans le mur, mais en fait, c'est la connaissance de l'autre qui permet aussi petit à petit un engagement. Ou un red flag. Souvent, et puis de voir qui est l'autre, en fait. Ouais. Et ça peut pas se capter en 2 secondes. Et souvent, moi, je travaille aussi sur le fait de prenez le temps avant de vous engager, de dire des grands mots, quoi. Alors, pardon, on a le droit de sortir. Ouais, Capucine, merci beaucoup. Et je me permets de me diriger tout de suite vers Florence Klein, parce que vous me disiez, on peut le confier à nos auditeurs, Florence, que vous disiez qu'il y avait parfois des invités un petit peu pressés de rencontrer tout de suite la bonne personne. Exactement, il y a une attente qui est très forte, et c'est vrai que moi j'insiste bien sur le fait que des dîners dans une ambiance conviviale, où vous avez du monde, et vous venez plutôt pour rencontrer des gens, vous vous lâchez, vous êtes plus détendu déjà, vous n'êtes pas dans cette pression que vous mettez sur les épaules et sur les épaules des autres, parce que ça se sent. Ça se pense, ça transparaît. Ouais, donc, c'est plus facile pour être dans un contexte plus gratuit, amical, relationnel. Léger, gratuit. Oui, plus léger. C'est beaucoup plus facile. Et là, hop, on se lâche, on est un petit peu plus naturel. Et des relations amicales peuvent rebondir sur autre chose parce que les gens vont vraiment se découvrir. C'est exactement... Est-ce que vous pouvez nous raconter en 2 mots comment ça se passe vraiment, en fait ? On arrive, comment ça se passe, les dîners de Florence ? Moi, j'ai envie de savoir. Alors, quand on arrive, vous arrivez. Marie-Ange, bonsoir. Ravie de vous accueillir. Mais comment allez-vous ? Et je vous présente à tous les gens qui sont là. Ça commence par un apéritif. Donc, un par un. Un par un. Qui va démarrer une demi-heure, 3/4 d'heure, qui va durer... une sorte d'aboyeur, quoi. Voilà, exactement. Mais je présente par les prénoms pour aller plus vite, pour garder la confidentialité des noms de famille, puis je ne fais pas de fiches. Marie-Ange, Antoine, Capucine, Christophe, etc. Donc, je présente les gens les uns aux autres. Il y en a qui se connaissent, il y en a qui ne se connaissent pas. Il y a des gens nouveaux à chaque fois, et puis il y a des gens qui reviennent de manière régulière ou irrégulière. Quand tout le monde est arrivé, les gens s'installent à des grandes tables.
je ne fais pas de plan de table parce qu'on me le défait évidemment systématiquement. Donc les gens font un petit peu en fonction des affinités, de ce qui s'est passé pendant l'apéritif. Moi, je peux mettre mon petit grain de sel ou un petit coup de pouce à quelqu'un qui aura besoin de mon aide, quelqu'un qui vient pour la première fois, qui est peut-être un petit peu perdu. Je vais aider à guider. Et puis après, voilà, on a des grandes tables de 8, 10 ou 15 et les gens vont discuter. Après, ça se termine. Les gens peuvent changer de table au moment du dessert. Il y a des dîners où on va danser au moment du dessert. Donc là, les gens se relèvent, retrouvent des gens du début. Donc il y a le côté plus convivial qui va démarrer et on se lâche. Et c'est beaucoup plus facile de faire des rencontres de manière un petit peu plus détendue qu'en tête-à-tête dans un café avec quelqu'un où on sait qu'on vient uniquement pour faire une rencontre amoureuse. Alors que là, on peut avoir le doute. Est-ce que cette personne vient pour une rencontre amicale ou amoureuse? Parce que j'ai des gens qui m'appellent et qui me disent « Bon, moi, je viens de me séparer de quelqu'un, j'ai vraiment pas envie de me remettre en couple, j'ai envie de réapprendre à séduire ou retrouver des codes ou m'amuser un peu. » Et en fait, cette personne-là, elle arrive peut-être tellement avec aucune attente et elle va peut-être faire une rencontre plus vite que prévu parce qu'elle est détendue. Alors je pense que je vais me faire gronder par Antoine. Mais pourquoi vous dites que c'est affreux, Marie-Ange? Mais hors de question. Tout dépend dans l'état d'esprit duquel vous êtes ce jour-là. Effectivement, on peut faire aussi une très belle rencontre avec un date comme avec une appli classique, etc. C'est sûr que la pression est contre-productive. Il faut favoriser le jeu à l'enjeu. C'est vraiment quelque chose à faire. Après, il faut aussi se mettre à la place de... On le voit de plus en plus, des profils de femmes qui ont 35, 36, 37, qui travaillent beaucoup et qui ne sont pas en couple et qui, en fait, découvrent qu'elles ont un désir de maternité. Et il y en a beaucoup ou pas en tout cas, moi, les personnes qui viennent me voir, oui. Mais je ne suis pas représentatif puisqu'elles viennent me voir. En tout cas, je pense qu'il y a... Je ne pourrais pas dire le pourcentage, mais il y a une partie de femmes, donc vraiment la businesswoman qui travaille, qui a favorisé sa vie professionnelle d'abord, qui, voilà, ça y est, elle cartonne, et puis elle arrive ça peut arriver à 30 ans, à 35, mais quand je prends l'exemple de 35-36, parce que là, il y a une pression, en fait, biologique. Alors, on peut faire congeler ses ovocytes, etc., mais globalement, et ça, c'est quand même très, très dur de s'en défaire de ça. Pour moi, je le vois. Et donc, ça met une pression. Et puis l'homme peut l'apercevoir ou il peut même la surinterpréter juste en regardant un âge d'une femme. Donc il y a tout ça aussi qui va venir. Comme les femmes ont des enfants de plus en plus tard, ça c'est un paramètre quand même qui est assez qui peut avoir un impact. Et oui, Capucine, un petit mot là-dessus? Oui, au cabinet, effectivement, c'est quelque chose qui est assez fréquent. C'est-à-dire qu'en fait, nos modes de vie se sont décalés presque de 10 ans. Enfin, j'exagère. Donc, effectivement, le temps de faire les études, de se lancer dans la vie professionnelle, etc. Puis, on se réveille, on a 36-37 avec potentiellement un désir d'enfant. Et c'est vrai que ça peut être assez compliqué, ce moment-là, quand même, à vivre. Tout à fait. J'aimerais bien qu'on y revienne. Il y a quelque chose qui a été dit juste avant qu'on rentre dans ce studio. Et je ne veux rien rater de ce qui a été dit justement à ce niveau-là, les attentes entre les hommes et les femmes. Vous disiez qu'il y avait quelque chose dans le choix, et c'était très intéressant, Antoine Giraud, ce que vous avez fait comme constat. Je crois que c'est une donnée chiffrée, si je ne me trompe pas. La loi de Pareto. En fait, c'est une loi qui a été qui est vachement utilisée, mais qui a été observée aussi sur les applications de rencontres. En gros, je schématise, 80% des femmes vont liker les mêmes 20% de profils d'hommes. Donc, en gros... si on applique le coefficient de Gini, qui est pour le coup un coefficient qui permet de mesurer les niveaux d'inégalité dans les sociétés, si on l'applique sur Tinder, on découvre que Tinder est aussi inégalitaire que le Venezuela. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une minorité des hommes qui s'accaparent, entre guillemets, toutes les richesses, tous les likes, tous les matchs, donc 20-10%. Il y en a 80% qui n'ont rien, mais un like toutes les semaines, ok ? Ce qui est rien. Et 80% des femmes, à l'inverse, de l'autre côté... 80% des femmes. Des femmes, de l'autre côté, elles ont 50, 60, 70 likes en attente. C'est dû à quoi, ça? Je comprends pas. Mais c'est dû au fait que... C'est comme ça. En fait, les femmes vont... ça, on pourrait faire une autre émission là-dessus, parce que je pense que là, on va rentrer dans des sujets de psychologie évolutionniste qui sont extrêmement intéressants aussi. Mais c'est des espèces de comportements hérités de nos ancêtres qui font qu'on est attiré, sur Tinder ou sur n'importe quelle appli de dating, la photo, elle prend 80% de l'écran. D'accord. Déjà ça, si vous voulez, entre ceux qui maîtrisent les codes de la séduction et les codes de l'image, et il n'y a pas besoin d'être Brad Pitt pour avoir tous ces likes. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a des maîtrises des codes, et en vérité, 80% des hommes, on leur a pas appris à faire des photos, à se prendre en photo.
Il y a ça, entre autres. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi les signaux de richesse extérieure, etc. D'accord. Mais c'est en tout cas, factuellement, c'est ça qui se passe. D'accord. Donc déjà, d'un point de vue mathématique, il y a une ultra-concurrence qui fait qu'il y a 60% des femmes, si on continue comme ça, qui ne vont pas trouver chaussures à leurs pieds. Donc moi, je le fais justement, je travaille avec ça avec mes clientes, c'est il faut aller vers d'autres profils. Et c'est pas parce que... Mais vous pouvez pas les forcer à être attirés par des profils. Alors, je vais pas dire moche parce que je vais me faire gronder, mais bon. On me dit toujours pareil. Alors, est-ce que tu connais dans ton entourage une femme qui est en couple avec un homme où elle t'a dit, mais lui au début, jamais je l'aurais aimé ce mec. Je pensais jamais. C'est vrai que ça arrive. Mais parce qu'on apprend à aimer. Il n'y a pas que le coup de foudre. C'est pas la seule porte d'entrée à l'amour. Oui. C'est vrai, Antoine. Et donc, non, mais ça c'est hyper important. Et surtout, la première impression sur une app de dating, ça veut rien dire. Ouais. On peut avoir une super première impression en vrai avec un profil où on se dit. Bof, moi je te dis pas de pas aller vers des profils où tu as un rejet physique, bien évidemment pas. Mais je te dis qu'il y a des profils, juste il faut voir le potentiel. Avant de swapper tout de suite, quoi. Exactement. Ouais. Bon, ça fait rire, Capucine. Oui, pas, mais... ça me fait rire. Mais je trouve dans l'ensemble, je trouve intéressant de regarder aussi là où on va pas, que ça soit sur les applis ou dans tout type de rencontres, de regarder aussi les personnes qu'on regarde pas forcément très spontanément, parce que souvent, surtout les personnes qui ont du mal finalement à transformer à une relation longue, ont tendance parfois à être attirées, pas toujours par les partenaires qui leur conviennent pour une histoire qui dure. Donc allez regarder du coup, alors évidemment pas, effectivement pas du côté des personnes qui nous provoquent une aversion, faut pas exagérer, mais enfin vers des personnes, les femmes, on a aussi été, on parle beaucoup de ça en ce moment, on a beaucoup appris à désirer le bad boy, effectivement le gars qui a l'air d'avoir un peu d'argent. Enfin, on est stéréotypé à fond, et l'inverse est vrai aussi. On peut peut-être regarder ailleurs, c'est intéressant ailleurs aussi. Florence, oui, comme dit Capucine, le brin ténébreux. Vous le voyez dans vos dîners, parce que les gens de la soirée. Mais oui, c'est toujours, c'est au premier abord, hop, le physique, hein, voilà. Les hommes, ça va juger sur le physique, les femmes un petit peu aussi, elles parlent plus de charme, mais quand vous vous installez à des tables et que moi, s'il y a une très très belle femme, tout le monde va vouloir être à côté d'elle, mais tout le monde ne pourra pas être à côté d'elle. Donc les gens vont être assis à côté de personnes qui n'avaient pas choisi, et ça va très bien se passer. Le nombre de fois où j'entends « Ah, j'aurais jamais cru que lui, il a 10 ans de plus que ce que j'aurais imaginé. Ah, mais lui, c'est pas mon type d'homme, mais j'adore. Ah, mais cette femme, je me serais jamais assise à côté d'elle, mais elle est extraordinaire. » Donc, il faut que les gens se découvrent. Vous avez des anecdotes dans ce sens. Oh là là, j'en ai à l'appel. Ça nourrit le dîner, quoi. Ah oui, complètement. C'est ça qui vous donne un peu la foi pour continuer. Mais oui, parce qu'il y a un challenge. Il y a quand même des gens. Oui, il y a des casse-pieds, mais il y a des gens extraordinaires. Et puis, j'aime bien, c'est le challenge à chaque fois de prouver aux gens, laissez-vous aller, arrêtez de juger. Les apparences, voilà. La très belle fille, c'est peut-être une emmerdeuse, donc fuyez. Mais il y a des belles filles qui ne sont pas des emmerdeuses aussi. Il faut que chaque personne ait sa chance. Comme disait Antoine tout à l'heure, il y a un petit pourcentage de gens à qui il n'arrive rien, il n'y a pas de like. Moi, c'est pareil. À mes dîners, il y a des femmes peut-être un peu moins glamour ou des hommes un peu moins glamour, mais ils ont leur chance parce qu'ils vont pouvoir s'exprimer au milieu d'un groupe de gens. Donc, ils vont commencer à se décoincer et puis ça va aller. Et ils vont avoir plus de moyens vis-à-vis d'autres pour faire leur place. Que vous disent les casse-pieds, si je peux me permettre de vous poser la question? Le casse-pied, c'est plutôt les femmes, plus que les hommes. Mais c'est vrai. Non, parce que c'est intéressant. Oui, mais c'est vrai que les hommes, il y en a qui arrivent en pensant... au bout d'un certain nombre de dîners, il y en a, s'il leur est rien arrivé, les hommes vont remettre sur mon dos qu'il n'y a pas de jolies femmes, qu'en fait, ils n'ont pas trouvé chaussures à leurs pieds, alors qu'ils n'ont pas eu le succès qu'ils ont escompté. Parce qu'ils ne m'ont pas encore vu, Florence. Voilà. Et ça, je le sais, parce qu'il y en a un qui m'a demandé des coordonnées de plusieurs femmes, puis ça n'a jamais rien donné. Donc, c'est moi la femme à abattre après. L'entremetteur est souvent le paratonnerre. Hein. Que vous avez été, Antoine, en plus. Que j'ai été pendant longtemps, c'est un métier extrêmement compliqué. Donc pour ça, moi, je suis toujours admiratif. C'est un vrai métier, moi. Ah oui, c'est compliqué. En fait, pour les apparts, je savais, mais pas pour les... En fait, j'ai créé d'abord une app de dating, donc c'est un rôle d'entremetteur quand même. C'est-à-dire, on met en contact des gens. Oui, je suis bête, évidemment. C'est les agences, comment on appelle ça, matrimoniales. Voilà, et après, j'ai fait une agence matrimoniale 2.0. Donc pour l'avoir fait, je peux dire que c'est un métier extrêmement compliqué qui demande beaucoup d'énergie. Et souvent, les gens vont projeter... c'est souvent ça le problème de l'entremetteur, c'est que la personne qui va payer pour un service, elle va se déresponsabiliser et elle va tout attendre de l'autre. C'est ça. Et c'est là où
je respecte énormément, je suis même fan de ce que tu fais, Florence, mais c'est là où moi j'ai découvert que le coaching était extrêmement beaucoup plus efficace à ce niveau-là. En tout cas, complémentaire. Tout de suite, tu responsabilises l'autre en fait. Ouais. Tu lui dis, moi je vais t'aider, t'accompagner, te guider, mais il y a un moment... C'est ta Antoine, s'ils viennent vous voir, c'est que déjà ils ont envie de se responsabiliser parce que sinon ils viendraient pas vous voir. Exactement. Ça donne pas très envie d'aller d'aller balayer devant sa porte quoi. Tu as tout résumé. Ça c'est un bon point parce qu'ils font la démarche. Alors que moi ils pensent qu'en arrivant tout va être tout cuit. Et voilà. Et une femme ou une jolie femme, personne lui a demandé son téléphone, ou un homme qu'elle avait un petit peu repéré va partir sans lui dire au revoir. Le lendemain, je comprends pas, mais Florence, ça va pas du tout. Voilà. Donc en fait, les gens, à chacun de se prendre en charge aussi à un certain moment. Bah oui. Ever Your Friend aussi, Olive. On se retrouve juste après, à tout de suite. Ever Your Friend. 36 summers now. Ever your friend. We're all dressed in blue. Ever your friend. In the darkest moments. Ever your friend. But now the children are seeking for attention. They need us every day and every night. Seeking for attention, they need us every day and every night. Ever your friend, 36 summers now. Ever your friend. Well, we're all dressed in blue. Ever your friend in joyful times. Ever your friend. On a envie de s'allonger dans l'herbe, seul ou accompagné. Bref, je vais encore me faire des ennemis. Ever Your Friend, Olive, sur Radio Notre-Dame RCF. Peut-on encore se croire peut-on... Ah les amis, peut-on encore se rencontrer dans la vraie vie? Antoine Géraud, Love Coach, est avec nous. Capucine Moreau, sexologue, et qui a publié La créativité érotique dans le couple aux éditions de La Musardine, ainsi que Florence Klein, qui a créé Les Dîners de Florence, qui met en relation des personnes qui ne se connaissent pas pour d'abord enrichir leur vie sociale, mais parfois rencontrer l'âme sœur. Voilà qui est dit. Peut-on encore se rencontrer dans la vraie vie? Pour des romantiques, c'est pas simple, Antoine Géraud. Quand on est très romantique, alors voilà, vous prenez comme vous voulez ce mot, vous vous débrouillez avec ça, mais vous disiez à l'instant même que attention à ce qu'on met derrière ce mot romantisme, mais attention aux attentes trop romantiques. Voilà. On nous a biberonné. En fait, le romantisme n'est pas grave en soi, mais il peut être contre-productif quand il est exagéré, je pense. Ouais. On nous a biberonné avec toute notre vie. On continue de le faire. Tu parlais des fameux films de Noël avec ces belles histoires d'amour qui... Voilà, un monsieur que je croise au coin de la rue qui fait tomber mes cahiers. Bon, on a tous cette image en tête. Et en fait, moi, je pense que j'ai envie de casser ce mythe-là. J'ai envie de dire, la manière dont vous allez vous rencontrer à la première rencontre,
ça va pas influencer tout le reste de la relation, ça n'a aucun impact. Donc oui, c'est mieux quand c'est beau, mais honnêtement, on s'en fout. Moi, je suis en couple depuis 6 ans avec une femme que j'ai rencontrée sur Internet. C'est vrai, sur Internet. Ah bah tiens, vous voyez comme quoi, ça donne de l'espoir. Voilà, donc... Voilà, le romantisme peut être contre-productif, encore une fois. Pour moi, ce qui est important, c'est pas que ce soit la première rencontre qui soit romantique, mais la relation. Et c'est là où c'est différent. Rendre romantique. Rendre romantique. Et dans le romantisme, après, de toute façon, c'est un mot tellement galvaudé, mais il y a quand même l'idée de respect, il y a l'idée de désir, forcément. Et tout ça, ça se travaille, en fait. Pour moi, il faut être dans un état d'esprit de co-construction. Et le problème du romantique, souvent, c'est qu'il est dans une... Il pense que tout ça est une fatalité, que c'est dû au hasard, que ça nous arrive dessus et qu'il n'y a pas de travail à faire. Tout doit être naturel et fluide. Je pense que ça peut arriver, mais ça dure, comme dirait un auteur connu, ça dure que 3 ans. Ce type d'état, ça c'est même, on peut regarder dans la biologie en fait. Les hormones, pendant 3 ans, elles vont nous porter. Mais quand elles sont plus là, quand ce sentiment amoureux n'est plus là, il y a ceux qui auront construit quelque chose, des fondations solides, et qui vont construire une magnifique relation. Il y a ceux qui n'ont pas de fondation, ce sera un château de sable qui va partir à la première vaguelette. Un peu l'amour des stars, quoi. Enfin, on imagine un peu, alors pas toutes, mais c'est vrai que ça peut faire partie un petit peu du nuage, tout beau, tout rose, où tout doit couler comme ça, évidemment. Sauf que ça fond comme neige au soleil, cette histoire-là, Florence Klein. Et ça, vous le gérez pas, puisque vous êtes à l'amorce, au début de toute histoire. Oui, et effectivement, comme dit Antoine... le romantisme n'a pas démarré dès le premier rendez-vous. C'est aussi dans une histoire, une relation qui va démarrer, qu'on va se lâcher et devenir plus romantique parce qu'on a des sentiments pour l'autre. Donc le romantisme arrive à ce moment-là. Et c'est tant mieux. Parce qu'il vous demande les numéros, il vous demande comment ça se passe quand ils s'arrangent tout seuls. Ils s'arrangent tout seuls. Il y en a qui ne s'arrangent pas tout seuls parce qu'il y en a qui n'ont pas senti le signal en face. Donc, ils me demandent après. Donc, je demande toujours l'autorisation de donner un numéro ou pas. J'ai des refus et j'ai des gens qui acceptent. Et puis, il y a ceux aussi... alors ça, c'est assez drôle, mais ça se comprend. Vous avez dîné à une table avec plusieurs femmes, plusieurs hommes. Et puis, il y a un homme qui veut demander un numéro à une femme en particulier. Mais il n'a pas trouvé le moment où il était peut-être seul ou pour lui parler. Donc, demander le numéro devant d'autres... il va se sentir un peu gêné, ou par rapport à d'autres femmes, puisqu'il a parlé à tout le monde, il y en a une autre qui va se dire « Ah ben merde, non, pas elle. Je pensais que j'avais une touche, et en fait, c'est pas avec moi, c'est avec l'autre là-bas, zut !» Voilà, donc il n'ose pas, il me demande après. Donc il y a tous les cas de figure. Ça, je peux le comprendre. C'est pas toujours évident de demander devant d'autres personnes. Et Capucine Moreau, vous êtes d'accord avec le constat, l'amour dure 3 ans, et bien souvent, aujourd'hui, encore dans cette génération, on est encore dans une... Oui, en général, j'interviens justement quand la neige fond au soleil ou quand elle a déjà bien fondu. Et je trouve que ça peut être intéressant de venir au début de la fonte, on va dire. 3 ans, je trouve même que c'est optimiste, presque. Oui, d'accord. Moi, je trouve qu'il y a souvent quand même un effondrement quand il y a une mise en ménage, souvent une cohabitation. Quand le couple devient... officiel, formel, et comme souvent avec les histoires aussi de cherté des appartements en milieu urbain, les gens s'installent assez vite ensemble quand même, et souvent, quel que soit l'âge, il y a quelque chose à ce moment-là qui s'effondre parce que on croit que ça va être naturel, effectivement. Alors à la fois le romantisme, la relation, la sexualité, donc on a un deuil d'un idéal à faire, et puis effectivement comment on met en œuvre ensuite la relation. Mais ça peut être assez rapide. Voilà, c'est 1000 autres sujets en quête de sens, évidemment. Antoine Giraud, vous opiniez du chef, vous disiez qu'il y avait aussi un problème lié, alors vous disiez le sens du collectif d'une certaine façon, le sens de l'effort, le sens de faire un effort pour l'autre. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un peu ça dans votre discours ou pas. Oui, je lisais, je crois que c'est celui qui a écrit Sapiens, là, son nom, et j'arriverai pas à le dire, mais qui parlait, on est dans une époque on est devenus des romanticos narcissiques, ou je sais plus comment il dit ça, mais grosso modo qu'on est dans une époque totalement nihiliste, qu'on ne croit plus en rien, si ce n'est... romantique consommateur. Excellent. Voilà. Et en fait, on est des romantiques consommateurs, et donc maintenant, on traite ce sujet-là de cette manière-là. Or, pour moi, l'amour est quelque chose qui, avant tout, est quelque chose de plus grand que nous. L'amour, ça englobe plein de choses, la relation avec les autres, le couple, l'amitié, relation avec la mère, le père, enfin plein de choses. Mais quand on ne croit plus en rien, ça devient une sorte de case à cocher ou une liste de critères. Donc oui, je pense que le fait de ne croire en rien, notre époque
Donc, je le disais, je me dois de le dire sur votre radio, moi je ne suis pourtant pas ni croyant ni pratiquant, et pourtant je me rends compte qu'il faut quand même qu'il y ait quelque chose au-dessus de nous auquel on croit. Ça joue. Et ça aide dans le couple en fait. Ça aide comment ça aide à votre Alors, avis? c'est pas un sujet sur lequel j'ai énormément réfléchi, mais en tout cas, moi, je vous conseille un livre. On s'en remet toujours à la philosophie quand il y a des choses dures à comprendre. On a la chance d'avoir un super philosophe qui vulgarise beaucoup de choses. Il s'appelle Charles Pépin. Il a écrit un livre qui s'appelle La Rencontre, qui est magnifique. Et il dit globalement une idée que je trouve géniale, c'est si t'es pas bouleversé lors d'une rencontre, c'est que c'est pas une rencontre. Si tu vas à une rencontre en espérant trouver tes propres croyances, c'est le problème des applications de rencontre. Souvent, quand on a des critères, on se dit tiens, c'est lui qui va me convenir. Ouais. Sauf que en fait, c'est pas une rencontre, ça, si tu crois qu'il va te convenir. Le principe même d'une rencontre, c'est d'être bouleversé. Mais comme on nous demande de choisir sur les apps de dating, on a une logique de risque, de bénéfice-risque. Donc, on essaye d'aller là où il y a le moins de risques, mais c'est une connerie. Il faut, pour moi, embrasser l'incertitude avant d'embrasser les hommes ou les femmes. Oh, c'est beau ce que vous dites donc. Noah Harari pour le livre Sapiens, Voilà, évidemment, qui est sorti il y a un sacré nombre d'années, mais qui est absolument inviter les auditeurs génial. à le relire. D'ailleurs, j'aimerais bien le relire. C'est une bonne idée, effectivement. Bon conseil de lecture, Antoine Géraud. Capucine Moreau. Donc, ça nous emmène loin, cette affaire. Hein. Ouais, c'est super intéressant. J'aime bien l'idée du risque, et je pense qu'un couple, et ça je le dis souvent aux couples que j'accompagne, il faut oser le risquer. Enfin, j'aime pas trop les il faut, mais si on veut que le couple soit vivant, c'est aussi oser risquer la relation régulièrement en disant notre vérité, en acceptant aussi de se confronter, de pas être toujours au même endroits, et aussi dans la sexualité, j'en reviens un peu toujours là, mais forcément c'est mon domaine, mais et accepter que ça soit pas quelque chose de stable aussi. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident aujourd'hui d'accepter ça, parce que peut-être on le dit aussi, il y a un côté valeur refuge aussi dans le couple, c'est-à-dire qu'on sait pas trop où tout ça va nous mener, donc pourvu que le couple soit sécure, mais un couple sécure et où on risque rien n'est pas en général pas vivant, s'il est que sécure. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Très bien, parce que on a été biberonnés à ça, nous les enfants des années 80, j'ai pas peur de le dire, parce que j'ai connu ça en fait. C'est-à-dire le message c'était Disney, c'est-à-dire que tout doit être tout cuit, tout doit être merveilleux, tu as droit au bonheur, tu as droit à l'amour, comme si c'était quelque chose de presque une injonction, ou en tout cas une injonction faite au monde et à l'univers, quoi. Voilà, tu dois avoir, sinon c'est pas normal. Il faut se fâcher contre Florence qui va. Oui, voilà. Non mais attendez. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? On va rendre la marchandise, etc. Et on a plein d'injonctions contradictoires. Et je me permets de dire pour des personnes croyantes, pratiquantes, catholiques que j'ai accompagnées, j'ai pu observer qu'ils étaient pris en étau entre deux contradictions. Donc la première, c'est l'amour pour toujours, le couple, se marier tôt, se marier jeune, avoir des enfants jeunes. Et de l'autre côté, je vois mes copains athées, si je puis dire, qui s'amusent, qui couchent tout le temps, qui picolent, trop bien. Et moi, j'ai pu voir que souvent, qu'ils étaient pris dans cette dualité, dans cette dichotomie, et qu'il y en a beaucoup que ça les paralysait. Alors plutôt côté homme, et qui ne savaient pas en fait sur quel pied danser, qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est là où je pense que ça peut être intéressant de voir un psy ou de voir un coach, une sexologue, pour redéfinir un peu ce qu'on attend du couple. On met tellement de choses aujourd'hui sur le couple. En fait, on attend que ce soit notre meilleur ami, on en parlait, notre amant, un super coup au lit, il faut le dire. Aussi, je sais pas moi, le jour où j'ai un problème d'argent, c'est lui qui doit m'aider, etc. Et ça, c'est Esther Perel qui en parle et qui est, je trouve, très intéressante. Esther Perel qui parle beaucoup d'amour, qui est une psychologue, qui dit voilà, en fait, le couple aujourd'hui subit une pression monumentale parce que ça devient, au final, on parlait de nihilisme tout à l'heure, mais au final, ça devient des derniers ciments de la société, et même le couple, on voit aujourd'hui, il est déconstruit dans tous les sens. On parle de troubles, de machin, et donc les gens sont c'est les couples. Les gens sont perdus maintenant. Là-dessus, Florence Klein, du coup, je sais plus ce que je voulais dire, parce que je voulais retenir la phrase que vous aviez dite sur les injonctions paradoxales, si je puis dire, enfin les injonctions même contradictoires chez les cathos et même chez beaucoup de nos contemporains, Florence Klein, mais les attentes, vous en faites les frais, vous, les attentes. Oui, les attentes, uns des autres, les attentes, unes et des autres. Mais aussi. C'est vrai, comme dit Antoine, le risque, la prise de risque. Il faut qu'il y ait un petit peu de risque, mais il ne faut pas non plus mettre une pression trop forte sur l'autre
pour faire comprendre que tout repose sur lui. On a des problèmes d'argent, le mari ou le compagnon est là. On a des problèmes, il va s'occuper. Non, il faut aussi se responsabiliser. Il y a une complicité, mais on ne peut pas tout faire reposer sur l'autre, parce que sinon c'est trop pour des épaules. Et puis là, c'est là que ça peut commencer à être la pagaille aussi. Ouais. Capucine, vous partagez ce point de vue autour des responsabilités, des changements de paradigme aussi. Autrefois, tout était très prédéfini. Voilà, on rentrait dans les chaussons de son grand-père, de son père, les femmes de leur mère et de leur grand-mère, et puis basta. Et on réfléchissait plus. Aujourd'hui, on réfléchit presque trop. C'est super, on a gagné en liberté. Je suis pas en train de dire. C'est un très bon résumé. Oui, écoutez, merci Antoine. Vous m'embauchez demain si vous voulez. Écoutez, non, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a quand même quelque chose de radicalement opposé à ce qui se passait avant. Mais est-ce que c'est tellement mieux? Je sais pas. Capucine. Vous avez 2 minutes. Ce qui pouvait être intéressant aussi, c'est qu'il y avait des rituels de rencontres. Alors, qui nous paraissent complètement surannés. Dans certains milieux, c'était comment on appelle ça, les rallyes. Les rallyes, ouais. Oh là là. Les rallyes. Il y avait des espèces de codes qui étaient hyper, dans un milieu social, parce que de toute façon, il ne s'agissait pas de changer de milieu social, parce qu'évidemment, qui paraissent complètement surannés, mais pourquoi pas se recréer aussi un peu des rituels, mais le problème c'est qu'aujourd'hui l'individu est face à lui-même, face à elle-même, et c'est moi qu'est-ce que je veux sans repère, et c'est vrai que c'est à la fois hyper intéressant en termes de liberté et à la fois potentiellement anxiogène, évidemment, c'est-à-dire que ni je suis des repères, ni je peux être contre des repères, puisque il y en a pas tant que ça, ou en tout cas ils sont ambivalents comme vous le disiez tout à l'heure. Bon, c'est intéressant. Bon, écoutez, Florence et Antoine, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Qu'est-ce qu'on va dire à toutes nos auditeurs, nos auditrices chouchous qui s'inquiètent, qui se paralysent, Antoine et Florence? On leur dit quoi en ce début d'année 2025? Détendez-vous, soyez positifs. Oui, et n'ayez pas peur. En fait, on a la disparition d'un tiers de confiance qui avant était la société. Aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus de tiers de confiance, on est livré à nous-mêmes, tu l'as dit. N'ayez pas peur de faire appel à des gens. Alors, pas pour prêcher pour ma paroisse, mais ça peut être un psy, ça peut être une sexologue, ça peut être les dîners de Florence, ça peut être ce que vous voulez, mais n'ayez pas peur de vous faire accompagner, mesdames, mais aussi vous, messieurs. Ouais. Et oui, messieurs, vous aussi. Il paraît que vous êtes moins présents chez les psys, c'est peut-être le moment d'aller voir un coach. Un love coach, c'est plus classe peut-être, je ne sais pas. Antoine Giraud, en tout cas, merci beaucoup. Love coach que vous êtes, donc merci, Capucine, merci à vous. Capucine Moreau, merci à vous, sexologue et qui avait écrit La créativité érotique dans le couple à la Musardine. Et Florence Klein, merci, vos dîners de Florence, qu'on peut retrouver évidemment sur les réseaux sociaux pour plus d'informations. C'est tout, Florence, pas une actu particulière. Dans un mois, c'est la Saint-Valentin. Donc voilà, on se prépare. Exactement. Bonne soirée à tous. Merci les amis. Merci.